Bonjour et bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par la section neuropsychiatrie de la FPBN sur la thématique des douleurs chroniques et des troubles neurologiques fonctionnels. C'est le dernier webinaire de la section pour l'année 2022, donc organisé par la FPBN, qui est une association française de psychiatrie, neurobiologie et neuropsychopharmacologie, avec différentes sections, dont notre section neuropsychiatrie, mais d'autres thématiques sur la question de la psychiatrie et de la neurologie. Et donc, je vous invite à aller sur leur site pour avoir plus d'informations si nécessaire. On va démarrer ce topo. Avant ça, si vous avez des questions à poser tout le long des interventions, n'hésitez pas, dans l'onglet questions, vous pouvez poser ces questions-là. On y répondra soit en live, soit à la fin des interventions. Et donc, sans plus tarder, on va parler de la question des douleurs chroniques et des troubles neurologiques fonctionnels. D'abord avec Florian Bailly, qui est médecin rhumatologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris, qui est en charge d'un centre d'évaluation de traitement de la douleur, qui nous fait le plaisir d'être là et qui va nous parler de l'actualité sur les douleurs nociplastiques. Ensuite, je vais parler de douleurs chroniques dans les troubles neurologiques fonctionnels. Moi, je suis psychiatre à la clinique Saint-Exupéry à Toulouse et j'ai cofondé avec le docteur Béatrice Garcin, qui est neurologue à Bobigny, le réseau TNF France sur les troubles neurologiques fonctionnels. Donc, on est assez impliqué sur ça. Et enfin, on aura le plaisir d'avoir le docteur Juliette Grison-Curinier et le docteur Éric Bismuth, qui sont respectivement psychiatres et algologues au CH Saint-Jean-de-Dieu à Lyon et qui vont nous parler de leur expérience clinique dans la prise en charge de patients au sein du Centre régional d'évaluation de traitement de la douleur en santé mentale. Donc sans plus tarder, je laisse la parole au docteur Florian Bailly qui va nous parler de l'actualité sur les douleurs nociplastiques. Merci beaucoup Guilhem pour ton introduction. Bienvenue à tous. Et donc je vais vous parler effectivement tu m'as proposé de te parler des actualités sur les douleurs nociplastiques et c'est le titre est déjà je pense est très bien choisi parce que déjà juste ce titre en fait est une nouveauté en soi. Je ne sais pas si tous ici vous connaissez le terme de douleur nociplastique et déjà juste ça c'est quand même quelque chose dont il est important de parler. Heu, on a tous appris les douleurs qui existaient, qui étaient douleurs qui étaient soit nociceptives, soit neuropathiques. Les douleurs nociceptives, c'est une activation des nocicepteurs. Les douleurs neuropathiques, c'est quand il y a des lésions ou une maladie du système somatosensoriel et auparavant, on parlait souvent de douleurs, fonctionnelles, de douleurs, psychogènes, par exemple et qui étaient des termes qui n'étaient pas forcément bien adaptés ou bien valorisés et maintenant, plutôt que des douleurs, fonctionnelles, on utilise plutôt un terme de douleur nociplastique. C'est-à-dire que le système de la douleur est altéré, il est, devenu trop sensible sans qu'il y ait un dommage, une lésion ou quelque chose au niveau d'un nerf ou de récepteur qui peut expliquer les douleurs. Donc c'est des douleurs parfois qu'on appelait auparavant des douleurs par sensibilisation centrale et en fait, le terme de douleur nociplastique, c'est quelque chose qui fait référence à la plasticité des neurones. C'est-à-dire que globalement, le système de la douleur qui va être, devenir plus sensible, plus réceptif pour le moindre stimulus, voire parfois sans stimulus, et amener des douleurs qui peuvent être parfois très importantes. Ce terme-là, il a à peu près, 3-4 ans à peu près. Donc effectivement, déjà dans l'actualité sur les douleurs nociplastiques, c'est ce mot nociplastique qui est un terme qui est plus, anatomiquement et physiologiquement, exact par rapport, aux douleurs de ces patients. Le modèle de douleur nociplastique, c'est la fibromyalgie. C'est une maladie que j'imagine beaucoup d'entre vous, connaissent, même si c'est une maladie pour laquelle il y a parfois certaines idées ou certains préjugés. Alors, la fibromyalgie, auparavant, on imaginait ça, c'était où il y avait des vieux critères où on disait que, par exemple, il fallait appuyer, sur, les différents points du corps pour essayer de reproduire ça. Maintenant, c'est plus ce qu'on fait. Heu, globalement, c'est une maladie qui donne effectivement des douleurs, chroniques, dans pas mal de régions du corps, et notamment qui donne aussi pas mal d'autres symptômes, des fatigues, des troubles du sommeil, des troubles cognitifs, des symptômes somatiques et ça donne, par exemple, des problèmes au niveau digestif, des problèmes au niveau urinaire, des problèmes au niveau de l'articulé temporomandibulaire, des problèmes au niveau de la mâchoire ou au niveau respiratoire, par exemple et l'une des choses qui a changé, c'est que
Maintenant, la fibromyalgie, c'est quelque chose qui existe et qui est compatible avec d'autres maladies. Alors ça, c'est l'il Alors, on a un problème de connexion apparemment. On va se laisser quelques minutes pour permettre à Florian de se reconnecter. Excusez-nous de ce petit contretemps. On s'est posé la question tout à l'heure parce que sa connexion était instable. C'est l'instabilité peut-être du CHU qui est en lien, on verra. Je ne fais pas de message politique ici. En tout cas, on va se laisser un petit peu de temps, mais on espère qu'il va revenir parmi nous. Est-ce que j'ai des nouvelles? Je vais vous dire. Sur la question de la fibromyalgie, en tout cas, vous voyez que les définitions, bon, elles sont déjà assez connues, mais tout l'enjeu, ça va être de savoir dans quelle mesure elles peuvent aussi s'inscrire dans cette nouvelle définition des douleurs nociplastiques. Je vais m'enquérir de nouvelles par rapport à Florian pour savoir ce qui se passe. D'Internet. On les contacte par téléphone. Excusez-nous encore de ce petit problème technique. Alors. En attendant, en tout cas, qu'ils reviennent, pour vous rappeler quand même l'intérêt, pourquoi on présente tout ça, c'est que ce sont la question des douleurs nociplastiques, c'est un sujet qui a été mis en avant il y a peu de temps, mais qui monte en termes d'intérêt, et à la fois pour les algologues, pour les psychiatres, les neurologues qui vont prendre en charge les patients qui ont des douleurs chroniques ou des troubles neurologiques fonctionnels. Il y a un vrai enjeu de bien connaître ces aspects-là, au-delà de la définition, hein, pour poser le diagnostic, mais aussi dans la prise en charge, parce que je vous en parlerai après tout à l'heure, il y a vraiment un intérêt de faire des prises en charge peut-être communes dans ces deux cas. Voilà que Florian est de nouveau parmi nous. Je vais de nouveau lui laisser la parole. Est-ce que Florian, tu nous entends? Florian ne nous entend pas et nous ne l'entendons pas. Est-ce que tu peux allumer ton micro, Florian? Peut-être juste ça. On te voit en tout cas, mais on ne t'entend pas. Allume bien ton micro. Il semblerait que son micro ne fonctionne pas. Encore un peu de temps, désolé. C'est bien la première fois que ça nous arrive sur ces webinaires. On en riait tout à l'heure en disant que ça n'arrivera jamais. C'est l'occasion de l'expérimenter. Bon, il est reparti dans les limbes. Il va aller chercher un café, il revient. Non, je rigole évidemment. Toujours pour parler de cet aspect-là, donc je vous disais que la question de la fibromyalgie, mais aussi du syndrome douloureux complexe régional, de certaines douleurs chroniques primaires, comme on les appelle maintenant, elles s'inscrivent directement dans cette définition de douleur nociplastique qui se différencie vraiment de ces douleurs nociceptives, hein, le fait de se couper avec un couteau par exemple, une douleur très mécanique qui va amener un signal douloureux en général aigu, des douleurs neuropathiques où il y a une lésion de certains nerfs qui est objectivée et qui peut amener à des douleurs lancinantes, chroniques, fluctuantes. Et dans la douleur nociplastique, il y a vraiment un enjeu autour de la définition sur l'aspect fluctuant, sur l'aspect migratoire aussi, hein, puisque ça va être des douleurs qui vont apparaître à un endroit, parfois disparaître pour revenir à un autre, et qui sont rarement constantes quand on reprend ça avec les patients. Donc il y a vraiment ces aspects-là à aller rechercher. Et au-delà de ça, de bien leur expliquer les mécanismes en jeu, hein, qui ne sont pas en lien avec des lésions, mais bien en lien avec des dérégulations entre les systèmes automatiques et volontaires, entre certaines régions cérébrales et le corps en lui-même. Je vois que Florian est de nouveau parmi nous. Est-ce que Florian, tu veux reprendre la parole? Est-ce que tu peux reprendre la parole? On te voit, mais on ne t'entend pas de nouveau. On va voir. Sinon, si je vois que c'est trop long, je ferai ma partie et puis il reviendra après parmi nous pour faire la sienne.
On va voir ça. Allez, je vais faire ça. Donc, on laisse en attente un petit peu le temps que Florian règle les problèmes techniques. Sa partie reviendra parmi nous pour finir son topo. Je vais essayer de passer vite pour pas faire trop de teasing. Excusez-nous encore de tout ça. On s'adapte. Alors, du coup, je vais vous parler de mon côté de la question de ces douleurs nociplastiques, dont j'ai du coup un tout petit peu parlé avant, dans les troubles neurologiques fonctionnels. Pourquoi on va parler de ça? Parce que ça monte en termes d'enjeux au niveau clinique, et puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de questions qui émergent sur ces deux pathologies, notamment savoir si elles sont comorbides ou si elles appartiennent au même cadre nosographique. Pour rappel, hein, juste dans la définition de trouble neurologique fonctionnel du DSM-5, donc c'est une atteinte du mouvement volontaire, et pas du mouvement automatique, ou de la fonction sensorielle, qui résulte d'une dérégulation entre les systèmes automatiques du mouvement qui sont trop actifs et les systèmes volontaires qui sont moins actifs, donc la commande volontaire est moins bien contrôlée, qui va être mis en évidence à travers des signes positifs, hein, c'est plus un diagnostic d'élimination, avec une incompatibilité entre ces symptômes et certains troubles neurologiques avec des lésions au niveau central ou périphérique. Ça va amener une souffrance évidemment importante. Et il y a certains aspects qui ont disparu de l'ancienne définition, notamment celle qui est en lien avec est-ce que c'est de la simulation ou pas, parce que ça, cette question, elle a été résolue il y a pas mal de temps maintenant. On sait que ce sont des patients qui subissent de manière automatique et involontaire ces symptômes. Et la question du stress psychologique ou le conflit qui peut être facilement retrouvé chez ces patients, c'est toujours le cas, mais ça ne permet pas de poser le diagnostic de façon exclusive. Donc, ça a été retiré parce qu'il y a des patients qui ne le rapportent pas. Mais ce qui est important quand même, c'est que dans ces critères, il n'y a pas la question de la douleur qui est en jeu. Alors que vous verrez, en fait, c'est relativement fréquent. Pareil pour la définition de la douleur nociplastique. Alors, il en reparlera de Florian Bailly, mais globalement, dans cette définition-là, qui inclut en fait plusieurs syndromes, hein, la fibromyalgie, syndrome douloureux complexe régional, beaucoup de douleurs chroniques primaires, on ne retrouve pas dans les critères la question de l'altération de la motricité volontaire, alors même qu'on sait en clinique que c'est assez fréquent chez ces patients. Et donc, cette question elle a été soulevée il y a assez peu de temps dans la littérature, notamment avec l'équipe de Popkirov, qui s'est intéressée à comparer les caractéristiques cliniques de ces patients. Et donc là, en prenant le CRPS, donc le Complex Regional Pain Syndrome, en comparaison aux troubles moteurs fonctionnels. Et ce qu'on repère, c'est que déjà, il y a des facteurs déclenchants qui sont assez similaires. Hein, le fait qu'il y ait une lésion, un traumatisme physique à travers une chirurgie ou une infection virale ou quelque chose comme ça, ou juste un accident, dans quasiment 80% des cas dans les 3 mois qui précèdent l'apparition des symptômes. L'altération au niveau de la sensibilité, donc ça peut être une perte de la sensibilité ou une hyperalgésie dans les deux cas, qui ne respectent pas les dermatomes, ça c'est un autre aspect important, donc souvent ça coupé au couteau avec un hémicorps qui est ressenti comme plus douloureux ou plus lourd ou moins sensible. Des altérations du mouvement, notamment de la dystonie et des tremblements, mais qu'on voit comme étant assez similaires au niveau clinique. Je vous montrerai un exemple de la dystonie notamment, qui en fait est en termes de caractéristiques cliniques assez similaire parce que le début est brutal, la dystonie en général fixée, c'est une dystonie de la main ou du pied, et elle est douloureuse. Souvent des patients qui vont d'ailleurs demander à être amputés. Au niveau des tremblements, on voit qu'ils peuvent diminuer par des manœuvres de distractibilité, qui est une des caractéristiques diagnostiques dans le trouble neurologique fonctionnel, mais on le retrouve finalement dans le CRPS aussi. Il y a de la faiblesse musculaire aussi, avec des signes spécifiques et sensibles, comme le give-way sign, qui est un signe très spécifique au niveau de l'atteinte musculaire, enfin de la force motrice volontaire des membres inférieurs. La perte de l'agentivité aussi, hein, ce truc qu'on va retrouver où la personne va faire un mouvement, avoir l'impression qu'elle a perdu le contrôle volontaire du mouvement, le mouvement ne lui appartient plus. Ça, on le retrouve dans les deux tableaux aussi, et puis dans les comorbidités aussi. Donc, au niveau clinique, il se pose quand même des questions. Là, juste un exemple en termes de photos, des dystonies qu'on voit à gauche fonctionnelles, hein, du pied gauche en varus équin, et la dystonie dans le CRPS, donc là, du pied droit. Vous voyez que c'est assez similaire dans la présentation. Au niveau des comorbidités, on retrouve dans les troubles neurologiques fonctionnels de la fatigue chronique chez quasiment tous les patients,
avec aussi des problèmes attentionnels, avec des difficultés de concentration, notamment avec une fatigabilité à l'effort physique et cognitif. Des comorbidités organiques aussi, hein, chez les patients qui ont des troubles neurologiques fonctionnels, on retrouve dans 5 à 15% des cas des maladies neurologiques, comme l'épilepsie, une maladie cérébrovasculaire. Des pathologies psychiatriques, finalement, pas forcément si fréquentes, mais quand même assez présentes, notamment au niveau de la sphère de l'anxiété, avec une anxiété ça va varier en fonction des études, entre 20 et 100% des patients. La dépression, c'est à peu près la fréquence qu'on va retrouver chez les patients qui ont des pathologies chroniques, au sens général. La question de l'attachement insécure, qu'on retrouve aussi beaucoup. Les psychotraumatismes sévères dans l'enfance, hein, encore une fois, ce n'est pas exclusif. Il y a à peu près un quart des patients qui ne vont pas le rapporter, mais il y a quand même trois quarts de ces patients qui le rapportent, notamment des négligences émotionnelles ou des abus physiques. La question des schémas inadaptés précoces aussi, c'est quelque chose qui commence à émerger. Sur la question de l'abnégation, notamment, c'est des patients qui vont dire qu'ils vont avoir du mal à identifier leurs besoins ou les prendre en compte, et plutôt avoir tendance à prendre en compte les besoins des autres, à être dans le don un peu pathologique, donner sans cesse, sans compter, à dépasser leurs limites avec des exigences élevées envers eux-mêmes, donc un niveau de perfectionnisme important. Et des douleurs chroniques, finalement, alors c'est dans la littérature un peu insidieuse, il faut aller fouiller, mais on retrouve dans 50 à 70% des cas. Et quand on regarde chez les patients qui ont des douleurs nociplastiques, on a des comorbidités assez similaires au niveau de la fatigue, des problèmes attentionnels, alors des maladies organiques, notamment des maladies rhumatismales, donc plus centrées autour de ce qui peut générer des douleurs articulaires, par exemple, des troubles du sommeil, et puis des pathologies psychiatriques à peu près dans les mêmes niveaux. Donc c'est ça qui est important. Et aussi au niveau des schémas inadaptés précoces, hein, ce sont des patients qui sont assez similaires sur ces fonctionnements-là, et on verra l'importance de connaître cet aspect-là. Et donc, je vous propose, là, au-delà de l'aspect comparaison clinique, d'aller comparer aussi en termes de mécanismes sous-jacents aux troubles neurologiques fonctionnels, aux douleurs chroniques, d'aller voir s'il y a des éléments similaires ou non. Et pour ça, je vous propose qu'on se base sur les dernières approches théoriques dans les troubles neurologiques fonctionnels, sur un papier de Brain de 2022, je vous invite vraiment à lire, qui est très intéressant, qui essaye de résumer les éléments de la littérature sur le sujet pour venir proposer une théorie assez intégrative. Qu'est-ce qu'il propose? Globalement, il explique que au départ, ce qui va être en jeu, c'est des troubles de l'interoception chez ces patients. Donc là, je parle des troubles neurologiques fonctionnels. Et donc, les troubles d'interoception, on va le voir, donc en effet, chez des patients qui vont avoir du mal à identifier des modifications au niveau viscéral, par exemple, sur les modifications de la fréquence cardiaque, par exemple. Ils vont avoir beaucoup de mal à les identifier. Et ça, on le voit aussi dans les douleurs nociplastiques. Quand on regarde un peu la littérature, ce sont des patients qui ont des troubles proprioceptifs, notamment, avec ces signaux douloureux qui remontent du corps vers le cerveau de manière très intense et qui vont être intégrés au niveau émotionnel et au niveau des aires motrices supplémentaires et qui vont venir, en fait, modifier la manière dont le cerveau prédit le mouvement, notamment. Et on voit qu'il y a des schémas moteurs qui sont modifiés par la perception de la douleur, ce qui fait qu'un lombalgique chronique va avoir tendance à marcher un peu comme un petit vieux en se tenant le dos. Donc, ces troubles d'interoception, ils vont amener à une modification de la perception qu'on va avoir de notre corps et donc aussi une modification de la manière dont notre cerveau va prédire le mouvement ou la douleur. Et donc, cet élément, il va être médié par des problèmes de dysrégulation émotionnelle qu'on retrouve chez ces patients aussi, hein, donc à gauche dans les troubles neurologiques fonctionnels, où les études en imagerie fonctionnelle montrent un réseau de salience très, très actif, trop actif. Les réseaux de salience, c'est ces réseaux qui nous permettent, une fois activés, d'orienter notre tâche vers un but, par exemple. Donc, ça implique des réseaux émotionnels, des réseaux exécutifs, des réseaux moteurs. Donc là, une hyperactivité de l'amygdale, la substance grise périaqueducale, mais aussi de la connectivité entre ces régions et les régions de l'aire motrice supplémentaire. Et de la même manière, dans la fibromyalgie, on retrouve ces éléments-là. Donc c'est important parce que c'est un peu comme si notre cerveau fonctionnait dans un état d'hypervigilance constant, de manière chronique, et qui était aussi entretenu par ces signaux physiques perçus comme anormaux et importants. Au-delà de ça, il va y avoir aussi la question de la granularité émotionnelle, c'est-à-dire notre capacité à développer notre vocabulaire sur la manière dont on interprète nos émotions, ou nos signaux physiques en tout cas, hein. Parce que pour rappel, une émotion, c'est avant tout un ensemble de signaux physiques qui nous permettent, comme un thermostat, de rester adaptés de manière dynamique à notre environnement, qui lui aussi est dynamique. Et donc, ce qu'on retrouve finalement chez ces patients, c'est qu'ils vont avoir du mal à percevoir cet ensemble de signaux physiques, hein, qui est telle ou telle émotion, la peur, la colère, la joie, comme une émotion en tant que telle,
et ça va venir moduler complètement la manière dont notre cerveau va prédire le mouvement ou la perception douloureuse. Le signal, par exemple, d'une palpitation peut nous amener à percevoir une émotion de joie dans l'attente de voir une personne qui nous est chère, ou une émotion de peur parce qu'on a été surpris ou qu'on est en situation de danger. Donc, un signal physique en lui-même ne suffit pas à générer une sensation émotionnelle précise ou d'être assez fin pour définir cette émotion. Et donc, on va avoir besoin d'un ensemble de signaux physiques qu'on va pouvoir ensuite intégrer au niveau central pour identifier telle ou telle émotion. Et donc, cet aspect-là est altéré chez ces patients. On appelle ça l'alexithymie, c'est le fait d'avoir du mal à identifier ces émotions, excusez-moi. Et ça, on le voit dans les troubles neurologiques fonctionnels, dans la fibromyalgie ou dans d'autres troubles douloureux chroniques. Tout ça va amener à des erreurs de prédiction, dont on parlait aussi. Donc, dans les erreurs de prédiction, ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent en avant, notamment dans les troubles neurologiques fonctionnels, le fait que ça peut émaner de difficultés de gestion dans les niveaux d'énergie, physique notamment. Donc, ce sont des gens qui vont être très fatigués, déjà en prémorbide, qui vont avoir tendance à avoir des problèmes de sommeil, des problèmes de régulation émotionnelle, parce qu'ils sont aussi alexithymiques, donc ils ont peu de conscience de leurs émotions, ou d'arriver à exprimer ces émotions. Donc ça prend beaucoup d'énergie en termes de ressources, finalement, de vivre des émotions fortes, un peu larvées. Et puis la question de cette abnégation qu'on retrouve dans les deux populations, qui va placer aussi ces patients dans une sorte de fonctionnement chronique où ils vont creuser dans leurs ressources, sans avoir conscience qu'ils creusent dans leurs ressources, parce qu'ils vont constamment anticiper les besoins des autres, aider les autres, et avoir du mal à écouter leurs besoins et à se freiner, et à dire non. Donc ce sont les dernières théories qui émergent là-dessus, qui diraient que on a du mal à réguler notre niveau d'énergie, et c'est perçu au niveau central comme une menace. Sans énergie, notre cerveau peut moins bien prédire les besoins du corps, et donc le corps est moins adapté de manière dynamique à ce qui se passe dans l'environnement. L'autre aspect, ça va être la question de la manière dont on perçoit nos sens. Et donc ça, il y a des profils sensoriels qui sont évalués dans la littérature sur ça, notamment dans les troubles neurologiques fonctionnels, avec une hyposensibilité, donc cette impression d'avoir du mal à percevoir les signaux physiques qui émanent du corps, et du coup s'autoréguler de manière très passive ou pas du tout, et à la fois une hypersensibilité avec cette hyperalgésie notamment, cette sensation, cette perception douloureuse qui est plus importante. Et on le retrouve aussi, notamment, alors je voulais donner le contexte des lombalgies chroniques, et c'est très associé avec des traits de personnalité anxieux-défensifs en général. Donc des profils sensoriels altérés aussi, et des difficultés donc, de catégorisation de ces symptômes ou de ces signes physiques, avec en fait la dissociation, qui est très proche en termes de concept de l'alexithymie, c'est-à-dire cette tendance à être déconnecté de ses sensations physiques. Et souvent, les patients nous disent, mais moi, on me dit que je suis anxieux, mais je ne suis pas anxieux. Et cette anxiété explicite, ils ne l'ont pas, en effet. Et ça, c'est une étude intéressante qui a été faite chez les patients qui ont des crises fonctionnelles dissociatives. Ils ne se disent rarement, enfin, ils peuvent ne pas ressentir de l'anxiété. Et quand on va regarder les signaux neurovégétatifs de l'anxiété, donc les palpitations, sueur, la tension qui fluctue, on va les retrouver. Donc l'anxiété, en fait, va être vécue physiquement, mais ne va pas être perçue explicitement. Donc c'est la panique sans panique, la définition de l'alexithymie. Et donc tout ça, entre des signaux physiques perçus comme très nombreux et avec des difficultés d'intégration, de compréhension de ces signaux physiques, avec des prédictions qui peuvent être altérées, ça émane de ce qu'on appelle des erreurs de prédiction. Et notre cerveau vit dans le futur, envoie des commandes par probabilité. Si ça fonctionne dans le présent, donc il va récupérer les signaux physiques pour comparer. Si cette comparaison est bonne, c'est-à-dire que ce qu'il avait prédit correspond à la réalité, il va continuer comme ça. Si ce qu'il reçoit comme information physique est différent, il va changer sa façon de prédire, parce que l'erreur de prédiction est importante. Ça, on le retrouve aussi chez ces patients. Et il semblerait que ce soit médié aussi par des facteurs biopsychosociaux. Donc, pour rappel, on a des modèles qu'on va explorer chez les patients. Alors, par exemple, ici, dans les troubles neurologiques fonctionnels, le modèle des 3P, avec des facteurs qui prédisposent, qui rendent vulnérables aux troubles, des facteurs qui vont précipiter dans les troubles, et des facteurs qui vont perpétuer les troubles dans le temps. Donc ici, chez les troubles neurologiques fonctionnels, en général, ce sont plus des femmes que des hommes qui y sont exposés. Ce sont des gens en moyenne jeunes, qui ont parfois des comorbidités neurologiques dans ce cas-là, ou dans les douleurs chroniques, des comorbidités de type rhumatisme.
des psychotraumatismes, de l'alexithymie, ces traits d'abnégation, et des façons de gérer le stress plutôt par l'évitement. Dans les facteurs précipitants, comme je disais, les traumas physiques surtout, mais parfois des situations aussi de choc émotionnel. Et dans ce qui va perpétuer les troubles dans le temps, on va retrouver tout ce qui est errance diagnostique, ce qui est le cas de beaucoup de ces patients, avec un déni du diagnostic souvent, une rigidité cognitive parfois sur des croyances qui sont erronées, qui amènent à des pensées catastrophistes, notamment dans les douleurs chroniques, et tout ce qui va être facteur d'instabilité, d'insécurité, des procès en cours, de la précarité, etc. Donc, ce sont des facteurs qu'on va retrouver aussi dans les douleurs chroniques. Et donc, vous voyez qu'il y a des similitudes au niveau clinique, il y a des similitudes au niveau des mécanismes sous-jacents, et il y a aussi des similitudes dans la manière dont on va pouvoir traiter les patients qui ont des douleurs nociplastiques ou des troubles neurologiques fonctionnels. Notamment la question de la kinésithérapie avec une mobilisation active notamment et des exercices un peu particuliers. Il y a aussi une littérature qui est en train d'émerger depuis un peu plus de 10 ans dans les troubles douloureux chroniques et un peu moins dans les troubles neurologiques fonctionnels sur la stimulation magnétique transcrânienne ou périphérique, qui peut vraiment à la fois d'un côté permettre cette sensation de feedback, c'est-à-dire on recrée le mouvement normal en stimulant au-dessus du seuil moteur, ou de neuromodulation dans les troubles douloureux chroniques sur le cortex moteur primaire gauche notamment. Puis il y a vraiment des enjeux au niveau de la psychothérapie, dans la qualité de l'alliance thérapeutique qu'on va générer, la psychoéducation, l'explication des troubles qui est vraiment majeure dans ces deux tableaux, la question de la gestion des niveaux d'énergie, apprendre à identifier ses besoins, ses limites, exprimer ses émotions, faire attention à son sommeil, son investissement au niveau professionnel, etc. Travailler sur les croyances erronées aussi autour du trouble. L'approche sensorielle, elle est majeure aussi, parce que c'est des gens qui ont des troubles proprioceptifs, donc il faut les aider à se reconnecter à leurs sensations physiques. Et parfois, les médicaments, on va les utiliser notamment quand il y a des comorbidités psychiatriques, évidemment, qui peuvent freiner le pronostic. Donc voilà pour tout ça. On a des caractéristiques communes sur le plan clinique, pathophysiologique et de la prise en charge. C'est toujours important de prendre en charge ces patients de manière pluridisciplinaire, de prendre en charge aussi les comorbidités, parce qu'il y en a beaucoup. Et donc, il y a un vrai enjeu pour le futur de développer ces approches pour aussi développer des modèles de soins plus adaptés pour ces patients, peut-être même de réunir des modèles de soins qui existent dans les troubles neurologiques fonctionnels et dans les douleurs chroniques. Je vous remercie pour votre attention. Juste pour rappel, donc ce réseau TNF France et la section neuropsychiatrie est géré par Béatrice Garcin, qui est neurologue à Bobigny, et Coraline Ingré, qui est psychiatre à Nancy. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux @FNIFrance. Et si vous voulez devenir membre, c'est gratuit. tnf.france@gmail.com si vous voulez nous contacter, ou via la FPBN. Je vais redonner la parole à Florian Bailly, qui est de nouveau parmi nous, pour parler de son sujet. Merci. Merci Guillaume, j'espère que maintenant vous m'entendez bien et que cette fois-ci je n'aurai pas de problème de déconnexion, je m'excuse. J'étais en train de vous parler des douleurs nociplastiques et de la fibromyalgie. Et ce que je voulais vous dire, c'est que globalement, en fait, des douleurs nociplastiques, c'est en fait plus étendu que la fibromyalgie. Donc la fibromyalgie, c'est quelque chose qui est à peu près entre 2 et 5% de la population française. Quand on regarde, par exemple, chez des gens qui ont des signes de fibromyalgie, chez des gens qui ont d'autres types de douleurs chroniques, par exemple, qui ont un rhumatisme inflammatoire et qui après n'ont plus d'inflammation, ben, on garde en fait chez environ 20% des personnes des douleurs qui persistent. Donc, c'est-à-dire que pour ces personnes-là, 20% des gens qui ont une maladie qui ont considérée en rémission vont avoir des douleurs peut-être favorisées par le fait d'avoir eu des douleurs auparavant. Ça se voit aussi, par exemple, avec de l'arthrose, avec les pathologies rachidiennes, les gens qui ont des douleurs lombaires, des céphalées, des syndromes de l'intestin irritable, des troubles du sommeil ou des syndromes des jambes sans repos. Et en fait, on sait qu'en fait, il y a tout un cortège de pathologies qui sont souvent associées les uns les autres. Et en fait, dans toutes ces pathologies-là, il y a des mécanismes qui sont liés à ces douleurs nociplastiques. C'est pas que par rapport aux troubles neurologiques fonctionnels, c'est pas un signe qui est souvent associé, même si, comme Guillaume vient de le préciser, on a l'impression qu'il pourrait y avoir certains mécanismes proches et que finalement les comorbidités il peut y avoir des comorbidités proches. On peut avoir également, on a l'impression en pratique courante que c'est des pathologies qui sont assez fréquentes, même si c'est pas quelque chose qui apparaît dans les critères habituellement. Globalement, quand on regarde, quand on recherche, finalement, on n'a pas tant que ça de données. Pour illustrer un peu plus le problème de ces douleurs nociplastiques qui sont partout, qui sont très fréquentes et pas que dans la fibromyalgie,
Il y a des concepts, par exemple, de fibromyalgie, c'est-à-dire qu'on prend le score de fibromyalgie chez des gens qui n'atteignent pas ce score. Et on regarde, par exemple, quand on va reprendre des gens qui ont de l'arthrose et à qui on va faire une prothèse de genou, on voit que les gens qui n'ont pas de signes suffisants pour dire qu'il y a une fibromyalgie, mais qui ont des signes qui s'en approchent un petit peu, donc des douleurs nociplastiques, et finalement, ils vont garder en général beaucoup de douleurs, ils vont avoir, par exemple, ne plus être améliorés par la chirurgie. Et finalement, en fait, c'est des gens du coup qui ont peut-être une gonarthrose, par exemple, qui est une pathologie très fréquente, mais finalement, il n'y a pas juste des mécanismes d'usure de l'articulation, il y a aussi tous ces mécanismes qui sont liés à la sensibilisation centrale dont je vais vous parler un peu après. Donc, savoir pourquoi est-ce qu'il y a ces douleurs. Alors, la fibromyalgie et les douleurs nociplastiques, c'est souvent vu de manière un petit peu, caricaturale par un traumatisme émotionnel. C'est évident que c'est une des choses qui peut favoriser les douleurs. Quand on vit des choses difficiles, le corps peut avoir un peu tendance à vouloir, le cerveau à tenter de trouver un mécanisme pour faire face à des choses qui sont vécues comme difficiles. Mais en fait, il y a aussi un certain nombre de raisons biologiques qui peuvent expliquer ça. On peut avoir on a mis en évidence des dysrégulations au niveau des voies neuronales ascendantes ou au niveau des voies neuronales descendantes. Il faut savoir que naturellement, au niveau de la douleur, logiquement, le cerveau exerce une inhibition. Il y a une inhibition, un frein avec des réseaux de neurones qui agissent au niveau de la corne dorsale de la moelle. Et parfois, dans certaines situations, on peut avoir une perte d'inhibition. Alors soit quelquefois ça peut arriver de manière physiologique si le cerveau a décidé qu'on doit avoir plus de douleur, mais parfois on peut avoir ça qui persiste en permanence et du coup avoir des douleurs qui sont parfois très importantes sans stimulus particulier. Il y a aussi quelque chose qui a été mis en place, il y a une dysrégulation de la voie au stress au niveau de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, où globalement la réponse au stress elle va être altérée également, et ce qui va pouvoir amener les douleurs. On sait aussi qu'il y a une partie génétique, c'est-à-dire que c'est une origine polygénique, mais globalement, plusieurs gènes peuvent favoriser les douleurs et globalement toutes les connexions neuronales, avec notamment les kénosodiques. On sait que c'est des choses qui peuvent favoriser les douleurs, donc on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Comme je disais tout à l'heure, effectivement, il peut aussi y avoir des liens avec certains événements traumatisants, avec des gens qui ont par exemple eu des traumatismes dans l'enfance ou des syndromes de stress post-traumatique. Et maintenant, on connaît un peu plus les différents mécanismes. Il y a même des études qui ont montré que, par exemple, il pouvait y avoir des modifications épigénétiques, notamment pour finalement amener à des pathologies comme les douleurs nociplastiques et plusieurs autres pathologies, lorsqu'on a vécu des événements traumatisants, notamment dans l'enfance. Et par ailleurs, il y avait maintenant certaines autres hypothèses avec des choses qui ont été un peu débattues. Avec, par exemple, on a montré qu'on pouvait, entre guillemets, transférer une fibromyalgie à une souris. C'est-à-dire que si on transfère du sérum de personnes qui n'ont pas de fibromyalgie, si on transfère du sérum de personnes qui ont une fibromyalgie à une souris, une étude a montré qu'on déclencher entre guillemets une fibromyalgie chez une souris, avec une souris qui aurait plus de douleur, qui bougerait moins, qui aurait plus de fatigue, qui aurait des altérations neuronales, de l'inflammation au niveau de la corne dorsale de la moelle. Donc c'est une étude qui devrait être reproduite parce que ça pose également beaucoup de questions, mais elle suggérait qu'il y aurait peut-être certains mécanismes, peut-être un peu soit d'inflammation, soit d'auto-immunité, qui pourraient également favoriser ces modifications neuronales liées aux douleurs. Alors, bien sûr, ça pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut traiter ces personnes-là, qui ont des douleurs qui sont souvent très importantes. Alors, certaines choses, alors là, c'est des choses qui sont un peu évidentes, mais qui sont toujours importantes à rappeler. Déjà, comprendre que, puisque je vous explique qu'il y a des mécanismes qui peuvent vraiment expliquer les douleurs, déjà, c'est de croire la personne et de lui dire que la douleur, elle est réelle. Parfois, il y a des gens qui vont catégoriser ça en disant c'est une douleur psychologique, il faut juste voir le psychologue. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est adapté. C'est important de prendre en charge les comorbidités et un psychologue ou un psychiatre peuvent être utiles, mais c'est souvent non adapté de résumer la prise en charge uniquement à ça. L'environnement, les croyances sont quelque chose qui sont très importantes. Expliquer qu'on peut avoir des douleurs qui sont très importantes sans qu'il y ait de lésions, ça c'est quelque chose qui est toujours pas toujours simple à expliquer, mais sont très importantes. Puis en général, on va proposer différents traitements.
Les traitements qu'on propose en général sont plutôt des traitements non médicamenteux. On sait que l'activité physique est quelque chose qui est très bénéfique. La kinésithérapie est souvent utile pour pouvoir aider les gens. On peut proposer également des thérapies cognitives ou comportementales. On peut proposer également des programmes pluridisciplinaires. Et en général, on est un peu aidé par des médicaments, notamment tous les médicaments qui ont une action sur la noradrénaline, parce qu'on sait qu'il peut y avoir une efficacité, alors qui restera uniquement partielle, mais qui peut un peu améliorer les douleurs. Et globalement, on essaye d'expliquer de mieux en mieux les choses et d'aider les personnes. Et je vais vous donner 2 exemples de comment on peut aider les personnes. On peut déjà essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'on peut avoir beaucoup de douleurs sans avoir beaucoup de lésions. Les explications que je vous ai données, ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer facilement dans une consultation. Donc, par exemple, le site dont je vous parle là, c'est un site qui peut permettre d'illustrer pourquoi est-ce qu'on a mal. Et vous voyez comment ça l'illustre. C'est des diapositives qui sont assez rigolotes à voir et qui illustrent vraiment comment est-ce qu'on peut avoir ces douleurs nociplastiques qui peuvent être très importantes sans qu'il y ait forcément de problème. Ça évite ça permet de parler aussi des préjugés que certaines personnes ou certains médecins peuvent avoir également. Pas mal d'autres prises en charge sont proposées et il y a des choses, par exemple, qui existent sur la méditation. On sait que c'est la méditation pleine conscience, par exemple. Il y a pas mal de choses qui se font actuellement à ce niveau-là, globalement avec des preuves d'efficacité dans pas mal d'études. Et maintenant, on arrive à avoir des études, par exemple, avec la méditation face à un comparateur actif. On sait que toutes les prises en charge qu'on va faire versus soins usuels chez des gens qui ont des douleurs, quand il n'y a pas de placebo, souvent, le fait de prendre en charge les gens, ça fonctionne. Mais par exemple, on peut voir que là, c'était une comparaison entre la méditation et des gens qui avaient une psychothérapie de soutien, donc avec un comparateur qui était actif, et chez des gens qui avaient des douleurs chroniques et puis des abus médicamenteux. Et on voyait que globalement, on améliorait la douleur, on diminuait la consommation médicamenteuse, globalement. Et le retentissement de la douleur dans la vie quotidienne était également amélioré. Donc, on voit qu'on a un certain nombre de méthodes qui se développent globalement pour pouvoir améliorer, déjà mieux comprendre les douleurs, d'accord ? Comprendre que les douleurs, elles ne sont pas juste que le terme de douleur psychosomatique ou douleur fonctionnellement, c'est des douleurs nociplastiques, c'est-à-dire que c'est des douleurs pour lesquelles on comprend mieux les mécanismes, et il y en a de multiples mécanismes qui peuvent expliquer les douleurs. Et justement, comprendre mieux ces mécanismes, ça permet d'avoir une prise en charge plus adaptée pour tous ces patients. Et pour les questions, donc on verra, je pense, à la fin de la présentation, après la 3e présentation. Merci Florian. Du coup, on va passer la parole à Juliette Grison-Curigné et Éric Bismuth qui vont nous faire une présentation à 2 voix sur leur expérience clinique dans la prise en charge de patients qui ont des douleurs chroniques, mais aussi des troubles neurologiques fonctionnels dans un centre assez original qui est unique en France, Centre régional d'évaluation de traitement de la douleur en santé mentale à Lyon. À vous la parole. Bonjour à toutes et à tous et merci à l'FBPN de nous inviter à faire ce retour d'expérience de notre centre antidouleur en santé mentale. Le centre d'évaluation de traitement de la douleur est situé à Lyon, au sein de l'hôpital Saint-Jean-Dieu. C'est un hôpital qui fait partie des 3 hôpitaux psychiatriques de la métropole lyonnaise. Historiquement, c'est au travers de la rencontre d'un psychiatre, d'un somaticien et d'un algologue qu'a émergé l'idée d'une prise en charge de la douleur chronique chez les patients atteints de comorbidité psychiatrique. Ce projet est innovant et qui reste toujours unique sur le territoire national, a été validé et soutenu par l'agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes. La consultation, elle a débuté en 2009. Elle accueille des patients intra-hospitaliers, mais principalement 95% de patients extra-hospitaliers. La force de cette consultation repose sur la présence d'une équipe pluridisciplinaire qui comporte des professionnels aussi bien du champ somatique que psychiatrique, le tout dans une prise en compte permanente de la double dimension psychocorporelle. Ces professionnels de santé qui font partie de l'équipe ne sont pas là pour donner uniquement un avis ou juxtaposer artificiellement des points de vue, mais bien de co-construire une stratégie thérapeutique en élaborant en commun une compréhension du trouble à l'origine de la demande. Une réunion hebdomadaire rassemblant l'ensemble de l'équipe permet de reprendre toutes les premières consultations et d'élaborer un projet de soins.
Alors, on voudrait insister particulièrement sur la première consultation. Le patient est reçu conjointement par le médecin algologue et le psychologue ou le psychiatre en fonction des situations. Le patient est prévenu de ce cadre, il n'est pas surpris quand il arrive, il a reçu un courrier qui lui indique ce dispositif. Ce cadre indique d'emblée qu'on ne va pas se laisser prendre dans une dichotomie corps-psyché et qu'on va proposer une prise en compte globale de son état. C'est un cadre sécurisant qui va permettre de convoquer les représentations du patient autour du savoir médical, de l'écoute, de l'attention portée à son corps souffrant. C'est un cadre qui produit souvent des effets assez spectaculaires, il faut bien le dire, c'est des consultations qui sont longues, qui sont plus d'1 heure souvent, très attendues par le patient, qui va livrer son histoire de vie avec une grande intensité, aussi bien dans le parcours de soins, souvent long et complexe, et puis sur des histoires souvent marquées par le traumatisme. Donc cette consultation va requérir beaucoup d'attention de la part des soignants présents pour être attentif à l'ensemble des éléments et se faire déjà une première idée de la place du symptôme, de la maladie et des soins dans l'économie psychique du patient. Les patients qui viennent nous consulter se sont souvent entendus dire, on l'a vu dans les présentations précédentes, c'est psychologique, c'est dans la tête, et avec l'impression d'être disqualifiés dans leur plainte. C'est vrai, quand ils arrivent chez nous, avec cette première consultation en binôme, on leur dit d'emblée, on vous croit, c'est du sérieux, et on va prendre le temps de vous écouter. Après cette première consultation, la phase d'évaluation va se poursuivre aussi bien sur le plan clinique que s'il y a besoin de compléter par des examens complémentaires. Comme on l'a vu précédemment, chaque nouvelle situation est rediscutée en équipe pluridisciplinaire, donc il y a vraiment toute l'équipe qui va pouvoir donner son avis, proposer des pistes de stratégie thérapeutique. Et ensuite, le patient est revu en rendez-vous de restitution par le même binôme pour établir avec lui un projet de soins individualisés. On reviendra un petit peu plus tard sur la notion de soins individualisés. Et c'est vrai que ce parcours va faciliter l'accès aux soins à des patients qui, de par leur trouble de personnalité, leur comorbidité psychiatrique ou leur relation aux soins, ont des difficultés à trouver leur place dans des lieux de soins plus classiques. Sur un retour d'expérience de plus de 13 ans, quand on parle de douleurs chroniques en santé mentale, on retrouve principalement 3 thématiques, celles qui touchent la sphère rhumatismale, la sphère neurologique et enfin la sphère digestive. Dans la sphère rhumatismale, ce qu'on retrouve principalement, c'est toutes les problématiques de cervico-dorsolombalgie, d'origine soit dégénérative ou inflammatoire, les algodystrophies et bien entendu le grand volet des fibromyalgies. Celles qui touchent la sphère neurologique concernent plus précisément les céphalalgies, dont les plus communes sont les céphalgies chroniques quotidiennes, mais aussi les algies vasculaires de la face, les névragies faciales, les séquelles d'AVC et les douleurs, bien entendu, neuropathiques par lésions auto-infligées. Concernant la sphère digestive, c'est plus principalement le côlon irritable et les maladies inflammatoires que l'on connaît assez bien, comme la rectocolique hémorragique et le Crohn. Dans le cadre des TNF qui nous intéressent aujourd'hui, nous prenons en charge la clinique, et cette clinique revêt des situations assez particulières, assez déroutantes, puisque les atteintes peuvent être sur le versant rhumatismal, des atteintes soit mono ou polyarticulaires, hyperalgiques, invalidantes, avec des réductions d'amplitude à l'examen clinique, et ceci va contraster, bien entendu, avec une paraclinique qui est négative. Bien sûr, parfois, on est un petit peu trompé, puisqu'on se retrouve avec des patients qui sont porteurs d'ATEL, où on a une manifestation clinique visuelle de stase et d'œdème, mais dont les explorations qui ont été faites auparavant sont négatives. On peut avoir aussi des tableaux de déficit neurologique qui sont aussi hyperalgiques, allodiniques, sans lésion, bien entendu, des voies neuronales, qui s'installent de façon assez bruyante dans leur expression et qui peuvent aussi revêtir des formes progressives ou par poussée, mimant pour certaines d'entre elles des pathologies de maladies démyélisantes, voire parfois de la commissalité, voire des tableaux de paralysie. Dans les TNF, la douleur, elle est bien entendu, on en parle depuis tout à l'heure, de type nociplastique, mais aussi peut revêtir les caractéristiques d'une douleur de type pseudoneuropathique, j'insiste bien sur pseudoneuropathique, ce qui amène parfois certains confrères dans des prescriptions
qui sont inadaptées, on se retrouve avec des prises en charge avec de la gabapentine, des tricycliques, pour lesquelles ça déroute d'emblée le diagnostic de départ. Ces TNF peut être aussi isolé, réduit à un symptôme pur et isolé, l'exemple d'une hyperacousie hyperalgique qui domine le tableau, voire venir se greffer sur une atteinte somatique, sur une pathologie rhumatismale préexistante et venir tromper le tableau final. Depuis l'ouverture du centre, le volet des TNF, anciennement dénommé depuis somatoforme, conversif, représente une part non négligeable de notre file active. Ces tableaux mettent souvent, bien entendu, comme on le sait, nos confrères somaticiens dans une impasse de prise en charge, ce qui explique qu'un nombre non négligeable de patients TNF nous arrivent par le biais des dispositifs spécialisés des CETD, mais aussi des CMP, de la médecine interne, des services de neurologie. Notre double expertise en douleur chronique et en psychiatrie rend notre dispositif particulièrement opérant chez ces patients atteints de troubles neurofonctionnels. Alors, c'est une démarche dans le cadre des objectifs et de prise en charge, une démarche pas uniquement centrée sur la douleur, qui est prise en compte dans l'évaluation, mais aussi, bien entendu, sur la qualité du sommeil. La qualité du sommeil est un élément qui revient à chaque consultation et qui est vraiment évalué au travers de grilles. Les problématiques des troubles addictifs, qu'ils soient médicamenteux ou non, la mise en évidence d'une pathologie psychiatrique sous-jacente, dans le cadre notamment des premiers épisodes psychotiques, ça c'est quand même un élément important pour éviter de donner le maximum de chance à ces patients de les diagnostiquer le plus rapidement possible, mais aussi un élément qui nous paraît très très important, la prévention des risques suicidaires. Pour mémoire, 7% de nos patients bénéficient d'une hospitalisation en urgence du fait d'un risque suicidaire élevé. Moi, j'appelle ça les douloureux que l'on n'entend plus et qui ne se manifestent plus, du fait tout simplement qu'ils ne sont plus là. Autre élément constaté, c'est la surcharge pondérale, qui est très souvent en lien avec la présence d'un syndrome métabolique, des antipsychotiques, qui aggrave les problématiques ostéo-articulaires dont c'est le motif de la consultation. Je prends l'exemple des lombalgies, des gonarthroses, et pour lesquelles un travail aussi en commun avec les différents CSO, les centres spécialisés de l'obésité, nous permettent d'apporter des solutions très pragmatiques. Et aussi, en plus, dans cette consultation, dans les objectifs de prise en charge, de faire un point sur leur traitement au travers d'une conciliation médicamenteuse, du fait d'une polymédication qui dépasse plus de 10 molécules par jour habituellement. Ces patients, vous avez compris, ils arrivent avec une forte attente. Vous êtes ma dernière chance, et c'est cet espoir qui leur permet de franchir, malgré leur réticence initiale, le portail de l'hôpital psychiatrique, d'où l'importance des premiers temps consacrés à l'évaluation pluridisciplinaire. Pour nous, ce qui est essentiel, c'est l'importance de l'identification du diagnostic comme prérequis, de définir les objectifs intimement liés aux capacités de chaque patient à pouvoir les mobiliser face à des douleurs invalidantes et aussi à la maladie mentale présente, et puis aussi, quelle stratégie thérapeutique souhaitons-nous mettre en place en accord avec le patient. Cette démarche, elle repose sur un parcours de soins qui va inclure le médecin généraliste, l'algologue et le psychiatre. Et pour nous, ce trépied est un socle indispensable pour assurer le meilleur cadre pour aider ces prises en charge complexes afin de maximiser les chances de réussite. Alors, notre centre a la chance de pouvoir proposer une palette de soins très variés. Il va y avoir des soins qu'on va proposer en individuel, la psychomotricité, l'ostéopathie, la relaxation, l'hypnose, les psychothérapies, les consultations psychiatriques. Des soins qui vont être plutôt en groupe. Donc, c'est très important pour des patients qui sont souvent devenus isolés socialement du fait de leur douleur chronique ou de leur TNF. Ces soins en groupe vont pouvoir être de l'ordre de la marche nordique, de l'escrime, de l'éducation thérapeutique. J'en reparlerai un petit peu après. On a aussi des soins plus techniques, la neurostimulation avec la RTMS, la TDCS, et puis les approches médicamenteuses. On a parlé précédemment des comorbidités psychiatriques. Nous recevons des patients avec des comorbidités psychiatriques parfois sévères qui nécessitent une réévaluation de leur traitement médicamenteux ou bien la mise en place d'un traitement qui n'a pas été proposé jusque-là.
On peut parler de la mésothérapie, très habituelle dans les centres douleurs, et puis du cannabis thérapeutique que l'on utilise maintenant depuis 1 an dans notre centre. Alors, quand on le dit comme ça, cette palette de soins, ça peut paraître un peu le catalogue et voilà, une sorte de soin à la carte. Et ça, c'est un risque parce que nos patients douloureux chroniques, ils sont très avides de soins et ils pourraient tenter de se remplir sans finalement trop avancer, trop changer. Il est donc important pour nous d'établir un programme de soins personnalisé avec le patient pour se fixer des objectifs et essayer d'être dans une remobilisation à la fois physique et psychique. C'est pour ça que toutes nos propositions de soins, y compris celles qui paraissent le plus du côté du physique, je pense par exemple à l'escrime ou à la marche nordique, en fait, elles vont toujours avoir d'autres dimensions, notamment la gestion des émotions, la confiance en soi, la question de la gestion des limites. Ça, c'est vraiment très important puisqu'on a des patients qui ne vont pas arriver d'emblée avec une demande de soins psychiques. Et puis, les collègues l'ont bien rappelé avec le problème de l'alexithymie, de la difficulté à reconnaître ses propres émotions, à reconnaître son stress, son anxiété. Ils vont quelquefois être en difficulté si l'approche est trop frontalement orientée sur justement cette gestion des émotions. Donc, ces médiations groupales vont les aider à approcher ces dimensions qui sont essentielles pour l'amélioration clinique et de la qualité de vie. Je voudrais aussi insister dans ce parcours de soins qui est marqué par des points d'étape réguliers. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque séquence de soins, le patient est reçu par 2 professionnels du centre, donc les infirmiers, les psychologues, enfin, l'ensemble de l'équipe se répartit donc des binômes d'évaluation. Ces points d'étape sont très importants pour prévenir la chronicité et éviter des prises en charge qui s'enchaînent et qui finalement favoriseraient l'installation dans les troubles, et plutôt pour essayer de redéterminer si on est bien dans les objectifs et s'il y a bien une compréhension du patient de la nature de ces troubles. On va avoir aussi, tout au long de notre parcours, le souci de la psychoéducation, de l'éducation thérapeutique. Vraiment, on essaye de se mettre à la portée de tous les patients, parce qu'on a des patients qui nous arrivent, qui ont été en échec dans différents lieux de soins, et donc on va essayer de moduler nos programmes. Là, par exemple, sur l'éducation thérapeutique, on a un programme classique de 10 séances, et on a souhaité la mettre en place, un programme un peu plus flash de sensibilisation de 3 séances, pour être accessible à des patients qui sont encore très loin de la compréhension de la nature de leurs troubles. C'est vrai qu'avec l'expérience, on mesure que dans un environnement médical extrêmement technologique, qui a fait beaucoup de progrès, les patients ils nous arrivent avec une tonne d'examens complémentaires, ils ont été multi-explorés, multi-investigués, et d'ailleurs, ils ont souvent, à notre égard, des demandes avant tout techniques, le médicament miracle, la prise en charge innovante. Et c'est vrai qu'avec l'expérience, on se rend compte qu'au fond, notre prise en charge, elle est avant tout fondée sur la relation thérapeutique soignante. Et le patient va, avec notre aide, avec l'aide de toute l'équipe, puisqu'il va rencontrer différentes personnes, comprendre peu à peu qu'une prise en charge univoque ne va pas résoudre ses problèmes et qu'on va plutôt être dans la recherche de stratégies qu'on va souvent combiner entre elles pour l'aider à améliorer sa qualité de vie. On peut donc dire que notre approche de soins est une approche intégrative qui va permettre déjà d'écouter la plainte du sujet, d'en décrypter les différentes dimensions, de transformer la demande qui initialement est souvent une demande d'un soulagement immédiat et définitif et d'aller peut-être vers la possibilité d'un vivre avec les troubles qu'on connaît mieux, d'élaborer, c'est-à-dire comprendre, réfléchir avant d'agir et quelquefois même savoir attendre, de prévenir. On a vu que la question de l'errance médicale est très forte chez ces patients, et donc prévenir ce risque en proposant cette prise en charge intégrative, prévenir le risque suicidaire qui, à notre avis, avec notre recul, est quand même un risque pas forcément toujours pris en compte dans les autres centres douloureux chroniques, probablement par manque aussi de ressources en psychiatres et psychologues, et puis prévenir le risque de la chronicisation. Donc, pour terminer, je crois qu'on peut dire qu'avec le recul, on s'aperçoit que notre double compétence en douleur chronique et en psychiatrie
nous permet de proposer des soins à des patients qui souffrent de TNF, et en particulier des TNF associés à des douleurs chroniques, y compris à des patients qui ont des parcours marqués par les échecs, qui sont adressés d'ailleurs par d'autres centres de douleur ou des centres spécialisés en TNF. Voilà, nous vous remercions de votre attention. Merci beaucoup, Juliette et Eric, pour cette présentation édifiante, très intéressante sur la manière dont vous avez organisé les soins autour de la problématique des douleurs chroniques et des troubles neurologiques fonctionnels. On voit qu'il y a un intérêt à comprendre à la fois la complexité clinique, parce qu'il y a eu beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, la complexité des mécanismes sous-jacents, mais aussi la complexité des modèles de soins à organiser pluridisciplinaires pour pouvoir travailler ensemble pour une meilleure prise en charge pour ces patients, une meilleure reconnaissance aussi de ces troubles peu reconnus encore dans la société, malheureusement. Et ça, c'est vraiment une source de stigmatisation importante et ça rajoute du fardeau au fardeau pour les patients, clairement. Et donc, ce que vous avez mis en avant, c'est d'autant plus intéressant que on voit l'intérêt de faire une prise en charge intégrative, de prendre le temps de bien évaluer aussi, à la fois quand on reçoit des patients qui ont des douleurs chroniques, d'aller rechercher activement s'il y a des troubles neurologiques fonctionnels, mais aussi quand les patients se présentent plutôt sur un aspect plus moteur au niveau clinique, d'aller rechercher quand même s'il y a des douleurs chroniques derrière, et d'aller intégrer des facteurs de vulnérabilité, les facteurs prédisposants, les facteurs perpétuants dans la prise en charge pour permettre un meilleur pronostic pour ces patients. Donc vraiment, merci pour cette présentation. Merci aussi, Florian, de ton regard sur les douleurs nociplastiques. On sait comme tu es très investi dans la sensibilisation autour des douleurs chroniques en général et de leur rééducation. Et d'ailleurs, on va peut-être commencer les questions, parce qu'il y en a eu quelques-unes. Une question pour toi d'abord, Florian. Notamment, il y a cette question qui revient sur la question de comment on aborde la kinésithérapie chez les patients douloureux, chroniques, avec des douleurs nociplastiques notamment, et aussi potentiellement des problèmes moteurs associés. Effectivement, c'est une très bonne question. Alors, habituellement, quand on a des douleurs nociplastiques, mais même pour plein d'autres types de douleurs, les douleurs elles sont aggravées par les mouvements. Donc, déjà, la première des choses, c'est que les gens sont inquiets parce qu'ils pensent que ça va s'abîmer. Par exemple, ils ont des douleurs d'un endroit et ils pensent que ça va peut-être causer un problème ou abîmer une articulation ou le dos ou un peu tout. Et la première des choses, c'est déjà de les rassurer, d'expliquer qu'on peut avoir des douleurs sans qu'il y ait un truc qui soit abîmé. Ça, c'est un point qui est très important. Voilà. Ensuite, une activité importante va amener un risque de douleur assez important et la meilleure des choses, ça va être de fractionner les activités, c'est-à-dire d'en faire un peu tous les jours. Ce que ça veut dire, c'est que si on fait avec un kinésithérapeute, c'est souvent bien parce que c'est un travail qui va être supervisé, mais aussi l'idée, ça va être de pouvoir faire des auto-exercices, par exemple, pour en faire un peu régulièrement. Et après, c'est sûr que des personnes, plus les douleurs sont là depuis longtemps, plus ça va être compliqué de faire des activités physiques dont on sait que c'est bien. Et la kinésithérapie, justement, le but, ça va être de pouvoir trouver le bon équilibre, pouvoir reprendre les activités petit à petit. Et vraiment, moi, j'insiste beaucoup sur le côté fractionné et progressif. Des gens qui peut-être avaient l'habitude de faire quelque chose avant, il ne faut pas reprendre comme ce qu'ils faisaient avant. Il vaut mieux reprendre plutôt plus faiblement, de manière supervisée avec un kiné. Et comme ça, petit à petit, on va pouvoir augmenter l'intensité pour faire des choses plus progressivement, de plus en plus intenses et de plus en plus efficaces. Merci de cette réponse très claire. Et c'est vrai que c'est ce qu'on voit avec ces patients. Ils nous disent, quand on les reçoit et qu'ils sont déjà dans des parcours de kinésithérapie, mais plus conventionnels, ce qu'ils nous disent, c'est que soit la kinésithérapie ne marche pas, soit ils sont épuisés après les séances parce qu'elles sont trop intenses. Ils ont cette difficulté à identifier leurs limites aussi. Donc, il y a cette frustration qui est générée par le fait qu'en effet, avant, ils avaient l'habitude de faire beaucoup. Et là, ils sont limités, que ce soit par les douleurs ou par les problèmes moteurs. Et donc, ils ont du mal à se dire qu'il va falloir aller un peu avec des objectifs plus bas ou plus fractionnés, comme tu le dis. Et c'est important de leur rappeler, et de le rappeler aussi aux kinésithérapeutes qui, globalement, maintenant, sont très bien formés à ça. Mais c'est important aussi de pouvoir bien échanger avec eux sur ces aspects-là. Donc, merci de ces précisions-là. Une question pour Juliette et Eric, peut-être, plus pratico-pratique sur votre expérience dans la manière dont vous allez
expliquer finalement ces troubles, que ce soit au niveau des douleurs ou des troubles neurologiques fonctionnels. Est-ce que vous avez quelques métaphores que vous aimez utiliser, des choses qui, dans votre pratique, vous paraissent importantes pour permettre aux patients de mieux comprendre ce qui leur arrive physiquement notamment? Alors peut-être déjà, oui, on utilise souvent, enfin je pense comme vous tous, des métaphores pour essayer d'expliquer aux patients. Ce qui est intéressant, c'est, alors on a tous nos métaphores, mais il faut aussi se dire, voilà, est-ce que ça va être une métaphore qui va parler, qui va résonner aux patients. Donc c'est vrai que j'avais un patient hyper obsessionnel, ancien informaticien, et lui, ça lui parlait la question des circuits, et voilà, cette métaphore-là va pouvoir lui parler. À d'autres, on va pouvoir parler de la question de la dysrégulation, de la question du thermostat, quelque chose d'un thermostat qui serait déréglé, tant sur le plan de la douleur que de la perception des émotions. Donc, je crois que après, c'est important d'être. Il y a la métaphore du logiciel. Enfin, c'est des métaphores qui sont intéressantes, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment le patient y réagit. Parce que quelquefois, ça ne lui parle pas du tout. Il faut qu'on sache aussi s'adapter. Je crois qu'on utilise aussi beaucoup tous les deux des petits schémas, des schémas qu'on fait quelquefois avec le patient. C'est-à-dire qu'on propose, moi je fais beaucoup ça, et ça permet d'engager l'échange. Je propose un schéma un peu explicatif, et puis je propose au patient de compléter ou de m'indiquer voilà, s'il a des choses à ajouter. Et cette notion d'échange sur les représentations, elle est vraiment très importante, il me semble. Merci. Je rajouterais quand même que se mettre à la portée du patient, ça paraît tellement évident quand on le dit comme ça, mais on voit bien, notamment dans les questions d'ethnopsychiatrie, avec les difficultés qu'on peut avoir, notamment dans les barrières de langue, face à des tableaux complexes, où on a aussi, bien entendu, la culture qui vient perturber en quelque sorte, vient modifier le tableau clinique. Là, il est important, c'est vrai, de se mettre à la portée du patient. Et quand on parle de se mettre à la portée du patient, c'est vraiment aux soignants de faire l'effort, ce qui n'est pas toujours évident de s'adapter. Merci de ces précisions. En effet, il y a cet aspect qui est quelque chose qui est très présent en psychiatrie, peut-être moins dans d'autres spécialités, sur le fait d'adapter son approche et son discours au patient et à ses représentations, son cadre de réflexion pour pouvoir permettre d'amener la meilleure compréhension possible. Et c'est vrai que une notion bien comprise et une notion bien expliquée et vice-versa. Donc, c'est important en effet de pouvoir avoir plusieurs métaphores pour les adapter en fonction des profils de personnes pour que ça parle à chacun. Pour finir, peut-être une dernière question, et j'essaierai d'y répondre pour qu'ensuite on puisse terminer ce webinaire, sur la place de l'entourage et de la famille, donc des proches, en fait, dans la prise en charge des douleurs nociplastiques. Ça, c'est un sujet majeur, que ce soit dans les douleurs nociplastiques ou dans les troubles neurologiques fonctionnels. Ce qui est certain, c'est que en pratique, si c'est possible, c'est mieux de pouvoir recevoir les proches dans un moment ou un autre de la prise en charge pour bien leur expliquer aussi ce qui est en jeu dans les douleurs nociplastiques et dans les troubles moteurs, parce que c'est souvent mal compris. C'est difficile pour les patients de le comprendre, déjà parce que si on leur explique qu'une seule fois, on retient 30% de ce qui est dit, c'est normal, c'est humain. Donc, il faut y revenir. Et puis, il faut vraiment inciter les patients à inviter leurs proches pour qu'en consultation, on puisse les recevoir et leur expliquer ces mécanismes qui sont en jeu et comment s'y adapter et comment aussi mieux comprendre ce que traverse la personne dans tout ça pour pouvoir mieux l'accompagner et la soutenir. C'est ça l'enjeu, d'être moins dans le jugement et plus dans l'empathie, dans la compréhension de ce qui se passe. Merci en tout cas pour ces interventions. Merci Florian, merci Juliette et Eric de ce travail que vous avez pu faire. Je sais que c'est très prenant de préparer ce genre de webinaire. Merci à toutes et tous d'avoir pu vous connecter à temps pour partager ce moment avec nous. Simplement, n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir d'autres webinaires, il y en a à peu près 2 par mois organisés par la FPBN sur différents sujets. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de la FPBN pour ça. Et d'ailleurs, en parlant de ça, dès demain, un autre webinaire est prévu sur les psychotropes, la possibilité de l'arrêt, pourquoi et comment, organisé par Hervé Javelot et Antoine Hirondi de la section neuropsychopharmacologie. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est encore possible et c'est gratuit. Merci encore et bonne fin de journée à vous. Au revoir.
Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.